Aujourd'hui, nous entamons une série de vidéos passionnantes où nous allons analyser le fonctionnement de notre esprit et des différents archétypes financiers pour mieux comprendre comment nous pouvons reprendre notre pouvoir. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et à travers ma chaîne, j'aime aborder des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel pour t'aider à reprendre ton pouvoir afin de créer une vie riche de sens et d'abondance. Peu importe qui nous sommes, nous abordons la vie financière avec nos expériences de vie qui sont vraiment uniques à nous. Nos expériences nous ont tous conditionnés à réagir à l'argent de manière particulière. Parfois, nous réagissons de manière étrange due à certaines croyances financières ou à certains conditionnements, alors que d'autres fois, au contraire, nous ignorons complètement certains aspects. Dans ma recherche continue pour mieux me comprendre et mieux accompagner les entrepreneurs que je guide avec leurs finances et leur relation à l'argent, eh bien, je suis tombée sur un livre de Brent Castle qui s'intitule « It's not about money » qui pourrait se traduire par « Ce n'est pas qu'une question d'argent ». J'y ai découvert plein de pépites que je voudrais te partager car je pense que ça peut vraiment t'aider à mieux comprendre ta psychologie financière, si je peux l'appeler comme ça. Une des particularités de ce livre, c'est qu'il est écrit par un planificateur financier qui a fait une profonde recherche pour démystifier nos façons d'être et nos comportements face à l'argent. J'ai retrouvé beaucoup d'enseignements que j'ai reçus à travers mes différents séjours de méditation avec Vipassana et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il va à la source du problème selon moi. Ce livre, qui est malheureusement seulement disponible en français à ma connaissance, est une lecture que je te recommande si tu es capable de lire en anglais. Et sinon, eh bien, je t'invite à me suivre et à écouter mes vidéos car je vais faire mon possible pour te donner le maximum d'informations pour que tu puisses bénéficier de ces découvertes qui combinent à la fois le développement personnel et la gestion des finances qui sont deux sujets que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est parti! Tu n'en auras jamais assez. C'est vrai que si nous vivons réellement des difficultés financières et que nous avons de la difficulté à payer nos besoins essentiels comme le logement et la nourriture, nous n'avons clairement pas assez d'argent. Mais ceci étant dit, si tes besoins de base sont couverts, tu es probablement plus riche aujourd'hui qu'un monarque du 19e siècle en termes de confort puisque tu as un toit, des vêtements, un accès à des transports rapides sans parler des soins de santé. Malgré ce confort, beaucoup d'entre nous ressentons toujours un manque d'argent qui est dû au fait que notre esprit nous trompe en associant le bonheur à l'acquisition de plus de biens matériels, plus de voyages, plus de sorties, plus. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les revenus ont considérablement augmenté et pourtant, de nombreuses études démontrent que le bonheur ressenti n'a pas beaucoup changé. Je tiens à préciser que je ne suis pas non plus en train de dire que l'argent n'est pas important et qu'il ne contribue pas au bonheur. Par contre, il est essentiel de comprendre qu'une fois que nos besoins de base sont comblés, même si nous avons beaucoup plus d'argent, c'est une fausse croyance de croire que notre niveau de bonheur sera proportionnel à l'augmentation de notre richesse. Plusieurs études ont démontré que ce sont la qualité de nos relations sociales et le contact avec la nature qui vont beaucoup peser dans la balance. Je t'ai mis quelques liens d'études dans la description si jamais ça t'intéresse. Personnellement, j'ai voyagé dans plusieurs pays comme le Brésil, le Pérou ou encore le Mexique où j'ai été en contact avec des familles qui étaient très pauvres mais où la joie était bien plus présente que des familles canadiennes ou françaises que je fréquente et qui ont beaucoup plus de confort matériel. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait une véritable solidarité entre les individus qui sont pauvres alors que ce n'est pas forcément présent dans les familles qui sont beaucoup plus riches. Ce qui m'amène à la réflexion suivante. Pourquoi y a-t-il si peu d'amélioration du bonheur malgré les progrès matériels? Eh bien, c'est à cause de notre esprit avide. La plupart d'entre nous ne nous considérons pas comme cupides. Nous pouvons, oui, vouloir une plus grande maison ou une voiture plus récente et ça peut être pour des raisons pratiques ou professionnelles. Cependant, même lorsque nous désirons des choses intangibles comme la sécurité ou le temps libre, nous passons beaucoup de temps à toujours vouloir plus. Cette quête incessante est connue dans beaucoup de traditions bouddhistes sous le nom de l'esprit avide.
Notre esprit avide désire toujours une expérience différente de celle du moment présent, qu'il s'agisse d'argent, d'amour ou d'une cause sociale. Il est constamment en train de planifier et de lutter pour un futur différent en étant persuadé que ce que nous avons maintenant ne sera jamais suffisant. Dans son livre, Julia Score a écrit qu'entre 1975 et 1991, le nombre de personnes considérant une maison de vacances comme étant essentielle à leur bien-être a augmenté de 84%. Et que de 1987 à 1994, les revenus nécessaires pour réaliser tous ces rêves ont plus que doublé, passant de 50 000 à 102 000 $, ce qui dépasse largement l'inflation. Une des choses que tous les êtres humains ont en commun est le besoin physiologique de survivre. Notre physiologie nous pousse à éviter la souffrance et à rechercher le plaisir, ce qui alimente notre désir constant de vouloir toujours plus. Nos esprits rationnels savent que certains désirs ne sont pas vitaux, mais l'esprit avide leur confère une urgence vitale. Par exemple, partir en vacances au bord de la mer n'est pas un besoin vital. Le besoin vital qui est derrière le fait de prendre des vacances peut être le besoin de se reposer pour recharger ses batteries ou bien de prendre du temps de qualité avec notre famille pour vraiment connecter. Pour beaucoup de gens, même ceux qui ont assez d'argent, les pensées de manque sont toujours présentes et dominent. Les gens imaginent souvent que s'ils avaient plus d'argent, ils pourraient quitter leur travail misérable, acheter de meilleures choses ou se débarrasser de leurs dettes. Chaque pensée de « si seulement » implique que quelque chose doit changer pour que nous soyons heureux et en sécurité. Je vous invite à prendre un papier et un crayon et à écrire « si seulement je », puis à compléter la phrase « je pourrais », puis compléter la phrase. Par exemple, si seulement je pouvais gagner ou hériter de je ne sais combien de milliers de dollars, eh bien je pourrais enfin changer de travail et faire ce que je veux vraiment. Si seulement mon mari ne dépensait pas autant pour X ou Y, eh bien nous ne serions pas aussi serrés à la fin du mois. Alors il n'y a rien de mal à avoir ces désirs, mais ils reposent souvent sur l'idée que ce que nous avons maintenant n'est jamais suffisant. Et donc, au lieu d'avoir de la gratitude pour ce que nous avons, eh bien, nous mettons notre attention sur ce que nous n'avons pas, ce qui nous procure constamment une sensation de manque. Et c'est cette quête constante de toujours vouloir plus qui nous empêche souvent de profiter de l'instant présent. C'est seulement en reconnaissant cette tendance que nous allons pouvoir, si nous le choisissons bien évidemment, de réduire cette insatisfaction pour trouver plus de contentement dans notre vie actuelle. Alors à partir de maintenant, je t'invite à observer tes pensées dans les prochains jours pour regarder tes pensées à travers cette lentille. La pensée que j'ai actuellement souligne-t-elle le fait que je suis satisfaite avec ce qui est présent dans ma vie à cet instant? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que cette pensée cherche à me faire faire ou à faire faire aux autres pour que je ressente ce sentiment de satisfaction? Maintenant, parlons du flow. As-tu déjà expérimenté cet état où tu te sens dans le flow? La majorité d'entre nous l'avons déjà expérimenté, on a déjà été assez chanceux pour justement ressentir cet état de bien-être, que ce soit avec notre amoureux, en nature, seul ou avec de la musique. Et quand on est dans cet état de flow, eh bien on se sent hyper bien, la notion du temps disparaît et on se sent connecté à quelque chose de plus grand. On a plein d'idées qui nous viennent super facilement. Peu importe comment tu l'appelles, ce sentiment de paix et de connexion à quelque chose de plus grand que soi peut également alimenter notre esprit avide. Car ces états de flow sont impermanents et donc quand ils s'arrêtent, notre première pensée c'est « Waouh, c'était tellement bon, c'est vraiment génial, je veux plus de ces moments-là ». Et c'est là qu'on se demande comment faire ou qu'est-ce qu'on doit changer dans notre vie pour vivre plus de ces moments, de ces sensations. Quand j'ai fait mes séjours au centre Vipassana, une des choses qui nous est enseignée à travers les méditations est d'arrêter de s'attacher aux sensations du corps, car c'est ce qui crée l'avidité ou l'aversion quand ce sont des sensations désagréables. On apprend à rester équanime, c'est-à-dire indifférent, et à ressentir la sensation sans la juger et sans s'y attacher, car peu importe ce qu'elle procure, cette sensation est impermanente. Quand on vit un moment de profonde connexion et qu'on goûte à ce flow, notre esprit avide en veut plus, ce qui nous éloigne de cet état puisqu'on rentre dans cette dynamique de vouloir plutôt que d'être. Les pièges du désir matériel. Quand nous nous procurons un bien matériel ou une expérience après l'avoir désiré pendant des semaines, des mois ou des années, eh bien nous pouvons vivre un sentiment de satisfaction qui est extraordinaire.
Je pense notamment à l'achat d'une nouvelle voiture ou à un voyage pour ne nommer que ces exemples-là. Si tu as déjà vécu cette expérience, eh bien tu sais aussi que cette sensation d'euphorie ou cette satisfaction profonde ne dure pas longtemps, même si tu as dépensé des milliers de dollars ou que tu as dû te priver longtemps pour te le procurer. Après un certain temps, notre esprit avide nous pousse à désirer autre chose. Évidemment, ça a un coût financier. Je pense que je n'ai pas besoin de te faire un dessin pour te démontrer que si tu n'apprends pas à maîtriser ton esprit avide et que tu satisfais tous tes besoins qui te passent par la tête, eh bien tu risques de dépenser plus que ce que tu gagnes, ce qui va t'amener à liquider tes économies, à accumuler des dettes et si tu ne rectifies pas la situation, eh bien tu pourrais te rendre jusqu'à la faillite. Si tu n'es pas conscient de ce qui est vraiment important et que tu te laisses happer par ton désir de toujours vouloir plus, eh bien tu risques de passer à côté de tes véritables aspirations, ce qui va créer un vide intérieur qui va s'amplifier avec le temps et l'accumulation de biens. Personnellement, j'ai déjà vécu une situation où en apparence, j'avais tout pour être heureuse puisque j'avais un triplex, une belle voiture et je voyageais régulièrement et pourtant je n'ai jamais autant ressenti un vide intérieur et un vide aussi profond. J'étais vraiment pas épanouie dans ma relation et je me sentais coincée dans mon entreprise. Aujourd'hui, après avoir fait plein de changements intérieurs pour être beaucoup plus alignée avec mes valeurs profondes, j'ai le plaisir d'expérimenter une relation amoureuse épanouissante et d'accompagner des entrepreneurs à reprendre leur pouvoir pour créer des vies riches de sens et d'abondance qui me nourrit profondément. J'apprécie de voyager, mais je suis aussi heureuse si je ne peux pas voyager. Pourtant, avant de m'installer au Québec, j'ai beaucoup voyagé et j'imaginais même pas ma vie sans voyage. Au final, la poursuite incessante de nos désirs matériels et nos désirs d'expérience peuvent nous amener à une insatisfaction permanente, en nous déconnectant de notre bien-être profond. Alors si tu aspires à trouver une véritable sérénité intérieure, il va être nécessaire de prendre conscience de ce mécanisme pour trouver des moyens d'y échapper. Alors, les limites de la planification financière et de l'investissement. Même si la planification financière et les conseils en investissement sont vraiment très importants, eh bien, ils ne suffiront jamais à atteindre un état de satisfaction profonde. Il est essentiel de comprendre que ces outils doivent être utilisés dans un cadre beaucoup plus large qui inclut la gestion des désirs et des objectifs de vie véritables. Pour se créer une vie riche de sens, il est essentiel de faire la distinction entre les désirs dictés par notre esprit avide, qui sont souvent égoïstes, irréalistes et motivés par une urgence enfantine, des objectifs sincères qui sont réalistes, patients et profondément ancrés dans nos valeurs personnelles. Les objectifs sincères tendent à apporter une satisfaction durable, contrairement aux désirs qui entraînent un cycle sans fin de besoins de plus. Alors quels sont tes objectifs de cœur ? Le paradoxe du désir. Ce qui nous comble véritablement, c'est ce rare moment où notre esprit cesse de vouloir, où il se trouve l'espace d'un instant pleinement satisfait avec ce qu'il a. C'est dans ces états de paix intérieure que réside la véritable satisfaction, où nous ne sommes plus prisonniers de nos désirs incessants. En réalité, c'est cette sensation que nous recherchons constamment, mais que nous avons malencontrement associée à l'esprit du désir. Lorsqu'un désir est comblé, il s'ensuit un bref moment où l'envie disparaît et nous pouvons enfin savourer ce que nous avons en étant pleinement présents et en paix. Mais inévitablement, ce cycle redémarre, nous poussant à désirer autre chose pour tenter de recréer cette sensation éphémère de plénitude puisque tout est impermanent. Alors c'est un paradoxe. Que nous croyons rechercher à travers nos désirs n'est en réalité que cet instant de plénitude où, ayant obtenu ce que nous voulions, eh bien nous cessons l'espace d'un moment de vouloir. Comprendre la puissance de notre inconscient. Nos expériences et nos croyances profondément ancrées dans notre inconscient influencent nos comportements financiers. J'ai rencontré plusieurs clients qui étaient obsédés par la sécurité financière au point d'en faire des crises d'angoisse parce qu'ils ont été traumatisés par la faillite de leurs parents pendant leur enfance, quand d'autres, au contraire, ne sont pas capables de se priver parce que leurs désirs ont été constamment réprimés, parce que soit leurs parents n'avaient pas d'argent ou soit parce qu'ils étaient hyper économes.
Si on veut véritablement reprendre notre pouvoir, eh bien il va être de notre responsabilité de regarder ce qui nous a été transmis de nos parents et de nos expériences passées pour créer une façon de faire qui va être vraiment en harmonie avec qui nous sommes en tant qu'adultes et qui est alignée avec ce que nous voulons vraiment atteindre comme objectif. Sinon, nous sommes juste en réaction par rapport au passé. Ce sont nos croyances inconscientes à propos de l'argent qui ont été façonnées par nos expériences passées qui déterminent notre relation à l'argent. Alors peu importe que tu fasses des efforts pour changer ta situation financière, c'est vraiment ton inconscient qui va dicter ton comportement si tu ne prends pas le temps de mettre de la lumière sur ces parts d'ombre. Récemment, j'ai fait un podcast avec une femme qui me partageait sa relation difficile avec l'argent à cause de son passé. Son père est parti avec l'argent de la famille en laissant sa mère dans la misère avec les enfants, ce qui a créé la croyance qu'elle ne pouvait pas faire confiance aux hommes et qu'elle devait se débrouiller seule si elle ne voulait pas se retrouver dans la galère comme sa mère l'avait été. Sa croyance due à son expérience est tellement forte qu'inconsciemment, elle fait des choix qui la nuisent financièrement car elle ne veut pas demander de l'aide à qui que ce soit, même à son partenaire, même si ça fait des années qu'ils sont mariés et qu'ils ont plein de biens en commun. Souvent, quand nos histoires nous ont profondément blessés, nous avons de la difficulté à les ramener dans notre présent pour les examiner car c'est douloureux émotionnellement. On va donc faire de l'évitement, de la fuite ou du déni jusqu'à ce qu'on soit au pied du mur ou qu'on choisisse de reprendre pleinement notre pouvoir pour créer une vie plus harmonieuse. Voici quelques questions à te poser pour mieux comprendre ta relation à l'argent. Quel est le souvenir le plus douloureux que tu as en lien avec l'argent? Quelle est ta plus grande peur avec l'argent? Qu'est-ce qui t'a été enseigné de plus important à propos de l'argent? Quels étaient les préjugés et les valeurs de tes parents à propos de l'argent? Quand as-tu été le plus impacté positivement ou négativement par l'argent? En répondant à ces questions, tu vas être en mesure de mieux comprendre d'où viennent tes croyances et tes comportements sur l'argent pour reprendre ton pouvoir. Il n'y a pas de solution miracle. Prendre conscience d'où nous venons et des circonstances qui ont créé nos croyances est une étape essentielle à la création d'une vie d'abondance riche de sens. Mais je te mentirais si je te disais que ça va se résoudre en un claquement de doigts et que ça va résoudre tous tes problèmes. Plus tes expériences ont été douloureuses et profondes et plus tu vas avoir besoin d'en prendre soin pour qu'elles s'atténuent. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Pour pouvoir se libérer de cette emprise psychologique, il va falloir voir les leçons et les bénéfices que ces expériences t'ont apportés tout en laissant aller les autres qui ne sont plus nécessaires. Cultiver et développer notre conscience financière est le travail d'une vie au même titre que la pratique du yoga, de la méditation ou de l'entraînement physique. Maintenant, découvrons les 8 archétypes financiers pour aller plus loin dans notre compréhension de qui nous sommes pour être plus alignés avec qui nous aspirons à devenir. Les archétypes peuvent être considérés comme des énergies en nous. Ils ne sont pas personnels, mais plutôt des schémas collectifs qui se manifestent en nous et sont reconnaissables chez les autres. Ces archétypes vont nous donner une base pour comprendre comment nous avons obtenu la vie financière que nous avons aujourd'hui et une multitude d'outils pour créer la vie financière que nous désirons le plus. Alors aujourd'hui, je vais simplement t'énumérer ces 8 archétypes et pendant les prochaines 8 semaines, je vais faire une vidéo par archétype pour que nous puissions découvrir ensemble comment ces archétypes se manifestent, leurs forces, leurs faiblesses et comment nous pouvons utiliser cette connaissance pour améliorer notre relation avec l'argent. Les personnes les plus prospères sont une combinaison d'au moins 3 ou 4 archétypes. Nous sommes tous une combinaison de plusieurs des archétypes. Tu en as probablement un ou deux qui sont dominants, peut-être même qui sont en lutte de pouvoir. En fonction de notre conditionnement passé et des circonstances actuelles, certains schémas émergent ou même éclatent soudainement, tandis que d'autres reculent à l'arrière-plan. À mon avis, l'être humain optimal serait un équilibre de ces 8 archétypes. Qui ne voudrait pas être la personne dont la vie financière est vécue comme sécurisante et abondante, remplie de plaisir et joyeuse, puissante et créative, autonome,
significative et digne, détendue, généreuse et compatissante. Alors voici les 8 archétypes que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines semaines. Le gardien, celui qui est toujours vigilant et prudent. L'épicurien, qui privilégie le plaisir et la jouissance dans l'ici et maintenant. L'idéaliste, qui accorde la plus grande valeur à la créativité, à la compassion, à la justice sociale ou à la croissance spirituelle. L'accumulateur, qui recherche la sécurité et l'abondance en accumulant plus d'actifs financiers. La star, qui dépense, investit ou donne de l'argent pour être reconnu, se sentir à la mode ou classe et augmenter son estime personnelle. L'optimiste, qui évite de prêter une attention significative à l'argent et croit ou espère que la vie fonctionnera pour le mieux. Le protecteur, qui donne et prête de l'argent pour exprimer de la compassion et de la générosité. Et enfin, le bâtisseur d'empire, qui prospère grâce au pouvoir et à l'innovation pour créer quelque chose qui a une valeur durable. Nous apprendrons comment ces archétypes peuvent nous aider à comprendre et à changer notre relation à l'argent en nous donnant la perspicacité et le pouvoir de transformer notre vie financière. Alors abonne-toi à ma chaîne pour que ensemble nous puissions explorer ces fascinants archétypes financiers dans les prochaines semaines. À très bientôt pour notre première vidéo sur l'archétype du gardien.